Alors Jean-François Roger, déjà, merci beaucoup de venir nous présenter une partie de cette collection de films dont certains ont été restaurés. En ce qui concerne Joe Dante, est-ce qu'on pourrait donner une définition du cinéma de Joe Dante, on va dire, effrayé dans le divertissement, tout en laissant des critiques à la fois féroces de nos contemporains? Oui, c'est un cinéaste qui transforme le cauchemar enfantin ou infantile en satire politique ou en critique politique. Donc ça, c'est très très fort. C'est un authentique artiste américain, c'est-à-dire que c'est un artiste, c'est un cinéaste qui a travaillé un imaginaire qui est celui d'un jeune Américain des années 50 qui consomme de la pop culture, alors on n'appelait pas ça pop culture à l'époque, mais de la culture de masse de façon intensive, et qui en fait une espèce de réservoir, de mémoire, et cette mémoire va, de façon assez subtile, contribuer à analyser, ou disons plutôt à critiquer, mais toujours avec le sourire, les conventions et la société américaine, et notamment sa transformation dans les années 60-70, c'est-à-dire que ces souvenirs enfantins, donc des années 50, deviennent 20 ans plus tard les outils d'une critique de la société américaine. Donc on peut dire que voilà, c'est ce qui singularise son cinéma, c'est l'imaginaire au service d'une critique de la réalité. Voilà. Il a commencé avec Roger Corman, un grand bricoleur du cinéma. Il a monté pour lui. Il a co-réalisé aussi, je crois, non? Un petit peu. Son premier long métrage est produit par Roger Corman et co-réalisé par lui et un autre, Alan Arkush. Ouais. Donc ça a été une bonne école pour lui, Roger Corman, faire bien avec peu de moyens, et puis toujours du rythme. Bien sûr. Oui. Alors quand il arrive à Hollywood, donc c'est un petit gars de la côte est, du New Jersey, un peu du côté là où il y a les Sopranos. Joe Dante, c'est un Italo-américain, donc il veut faire du cinéma. En fait, d'abord il veut faire du dessin animé. En fait, il se dirigeait vers la caricature, le dessin et le dessin animé. Puis finalement, on lui a dit qu'il n'avait pas assez de talent pour faire du dessin animé, donc il va faire du cinéma. Et quand il débarque à Los Angeles, il va trouver à travailler pour la plus petite société, enfin une des plus petites sociétés de production, Fauché, qui produit des séries B à l'économie, c'est Roger Corman, et il va faire des bandes annonces pour Roger Corman pendant quelques années, avant de commencer à réaliser des films pour lui, donc des films de genre, il faut qu'il y ait de l'action et des belles filles, quoi, un peu déshabillées, quoi. On est dans les années 70, donc la société américaine se désinhibe un peu, et ça passe par le cinéma de séries comme ça d'exploitation. Et donc ces deux premiers films sont des films donc produits par Corman, et ce sont des films, il faut avec de l'action, de l'horreur, de l'épouvante et de l'humour. Il y a une dimension toujours chez lui très très importante. Il y a un des comédiens qui est le comédien fétiche de Joe Dante, c'est Dick Miller, qu'on verra pour la première fois dans son premier long métrage qui est Hollywood Boulevard. Parlez-nous un petit peu de Dick Miller. Dick Miller, c'était un acteur fétiche des productions Corman. Il apparaît dans beaucoup de films des productions Corman, pas seulement chez Joe Dante. Mais Joe Dante, lui, il va lui donner un rôle dans tous ses films. C'est-à-dire dans tous les films qu'il tournera après, même pour un grand studio, comme les Gremlins qui sont produits par la Warner, etc. Il va donner un rôle à Dick Miller, à la fois par amitié. Il aimait beaucoup Dick Miller, il aime toujours beaucoup Dick Miller. Mais aussi, et ça c'est très intéressant, c'est que la présence de Dick Miller nous fait toujours penser finalement aux origines du cinéma de Joe Dante, qui est effectivement la série, le cinéma d'exploitation, le petit film d'horreur, la petite série B, etc. Et chaque fois qu'on voit Dick Miller, on pense à cette généalogie-là. Dick Miller, c'est un peu, il y a un peu de Roger Corman dans tous les films de Joe Dante. Voilà, donc ça, c'est assez touchant, c'est émouvant, parce que il y a effectivement la relation d'amitié entre les deux hommes qui fait que Dick Miller va accompagner la carrière de Joe Dante, mais il y a aussi cette idée que Dick Miller va rappeler aux spectateurs que tout ça vient de ce producteur, encore une fois, de films pour drive-in, et que cette forme-là va devenir une forme extrêmement importante dans l'histoire du cinéma américain.
Jean-François Roger, vous parliez tout à l'heure des États-Unis qui se désinhibent dans les années 70 et on en a quelques exemples, notamment dans Piranha où on voit quelques femmes, c'est normal, on est au bord de la plage, qui a été récompensé au Festival d'Avoriaz en 81. Et puis il y a eu le prix de la critique pour Hurlement l'année suivante, je crois. Non, c'est la même année que Loup-garou de Londres. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la reconnaissance de ses pairs à cette époque-là, déjà, si tôt ? De ses pairs, je ne sais pas. En tout cas, oui, une partie de la critique s'intéresse à ces films-là, qui sont quand même encore un peu méprisés, mais on est à la fin des années 70, au début des années 80, à une période où ce qu'on a appelé une nouvelle Hollywood est en train de disparaître, c'est-à-dire cette génération qui débute, qui prend le pouvoir à Hollywood à partir du succès d'Easy Rider et qui va commencer un peu à faire les 400 coups, à faire des siennes, jusqu'à ce que ce système-là ne marche plus. Il y a à ce moment-là, à partir du milieu des années 70 et jusqu'au milieu des années 80, un âge d'or du cinéma d'épouvante. C'est-à-dire que le cinéma d'épouvante, plus exactement, le cinéma d'épouvante américain, ça va être un endroit où beaucoup de jeunes réalisateurs vont expérimenter des choses, vont se servir du genre pour, encore une fois, faire une analyse radicale de la société américaine. Et oui, et ça passe par des métamorphoses, des monstres, de la déformation, aussi une évolution des effets spéciaux. On sait que Hurlement a été une étape importante dans l'évolution des effets spéciaux, avec les trucs inventés par Dante et surtout Rob Bottin, son maquilleur, pour figurer les métamorphoses des personnages, des personnages qui se transforment en loup-garou. Et donc tout ça arrive dans une période d'effervescence où la critique ou le Festival d'Avoriaz peuvent donner des prix à ces films-là qui sont peut-être encore un peu méprisés par l'establishment critique ou par une partie de l'industrie hollywoodienne, alors qu'en fait, ils sont l'avant-garde d'un mouvement qui va faire en sorte que très vite, quelqu'un comme Spielberg, par exemple, va introduire des éléments de série B dans des films à gros budget. Donc c'est un peu ce changement-là, c'est ce qui se passe avec le succès du cinéma d'épouvante à Hollywood à ce moment-là. On parle de cinéma d'épouvante, de cinéma d'horreur. Il y a en plus quelque chose que peu de jeunes à l'époque exploitaient, c'était l'humour. Et là, dans Gremlins, par exemple, c'est l'explosion de l'humour et de l'horreur, enfin de l'horreur toute proportion gardée. Oui, alors Gremlins, c'est le film qu'il fait après Hurlement, donc il est repéré par Spielberg, qui est le producteur de Gremlins, et donc il lui propose d'adapter un scénario qui à l'origine était un scénario assez noir, assez sombre et très sanguinolent en fait. La mère se faisait décapiter, le chien se faisait dévorer par les Gremlins, et donc c'est pas le même film. Et donc Dante décide de réécrire le scénario, de retravailler le scénario pour lui enlever cette dimension sanguinolente et rajouter une dimension humoristique. Faire du film une espèce de conte humoristique avec des éléments macabres, il y a toujours des éléments un peu macabres dans le film, mais ça va radicalement transformer le projet initial. Et le film, alors que c'était un peu... il lançait des dés, c'était pas évident, va être un gros succès. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours le gros succès de la carrière de Joe Dante. Donc Gremlins devient un gros succès et réussit ce mélange en fait de cruauté et d'humour qu'on va trouver dans d'autres films de Joe Dante. Un autre film marquant dans la filmographie de Joe Dante, c'est Explorers, un film qui pourtant fut un échec commercial. À quoi ça s'est dû à votre avis ? Alors on a posé la question à Joe Dante lorsqu'il est venu à la Cinémathèque, parce que Explorer, c'est un film assez intéressant dans sa carrière. C'est un peu le film un peu théorique qui va expliquer ce sur quoi son cinéma travaille. Et il avait expliqué qu'en fait, c'est un film qui est produit, je crois, pour la Paramount, et au moment où il terminait le film, les dirigeants du studio avaient changé. Les gens se font virer à Hollywood, ça marche pas, et les nouveaux arrivants, la première chose qu'ils font, c'est se débarrasser des projets de ceux qui les ont précédés. Et donc le film il a été obligé de terminer le film très vite, de le monter très vite, et la sortie du film a été, nous dit Joe Dante, en tout cas un peu sacrifiée. Donc je ne sais pas, c'est sans doute une des raisons de l'échec du film, en tout cas c'est une raison objective, structurelle. Le film par ailleurs est un film extrêmement important et intéressant, puisqu'il montre la dernière partie du film où les trois jeunes héros du film rencontrent des extraterrestres, dont on découvre que ce sont, comme eux, des enfants. Et ces extraterrestres ne connaissent de la Terre que ce qu'ils ont vu à la télévision.
Et ça, c'est très intéressant parce que la télévision est, pour Joe Dante, a été un réservoir d'images, d'idées qu'il a ensuite travaillé. Et donc, il y a cette dimension un peu postmoderne, elle est, on peut dire, presque explicitée de façon très drôle dans Explorers. Pour sa masterclass à la Cinémathèque, Joe Dante avait choisi en coup de cœur un film fait pour la télévision avec HBO, un film d'ailleurs passé qu'une fois à la télévision et inédit au cinéma, c'est Second Civil War. Pourquoi ce choix, d'après vous, vous qui l'avez côtoyé pendant quelque temps, un film qui... Comment on peut regarder ce film aujourd'hui qui est assez prémonitoire finalement, qui a été tourné il y a 20 ans? Oui, c'est ça, je pense qu'il a choisi ce film-là dont il est très fier. D'abord, il est très fier de l'intérêt qui a été porté au film en France. Autant aux États-Unis, le film est passé à la télévision, n'a pas déclenché de grands commentaires sur son contenu. En France, il est sorti en salle, donc un distributeur français l'a repéré, l'a sorti en salle, et il a eu, je dirais, une valorisation symbolique beaucoup plus importante qu'aux États-Unis. Donc ça, je pense que c'est aussi un hommage à la France qu'il faisait en montrant le film. Et évidemment, ce dont il était assez fier, c'est la dimension prémonitoire et visionnaire du film, c'est-à-dire cette idée d'un État qui ferme ses frontières. Bon, ça allait annoncer la politique de Donald Trump en matière d'immigration et évidemment la question centrale. C'est un film qui travaille au-delà de la dimension purement politique du film. Il y a une dimension historique qui est la question de l'immigration. Elle est liée à l'histoire des États-Unis, qui est un pays qui a été construit sur des strates d'immigration. Donc c'est un film qui à la fois est une satire politique d'aujourd'hui ou de demain, en tout cas quand il fait le film, mais c'est aussi un film qui s'interroge sur une histoire et une mythologie qui est très enracinée dans la culture américaine. D'où la beauté, l'intérêt de ce film, qui par ailleurs est très drôle. Et puis, il y a ce film qui est présenté ce soir à Beauvais, que vous allez présenter dans le cadre de ce festival du film restauré, c'est Panique sur Florida Beach. Peut-être un des plus personnels, comment quand même le dire, Joe Dante, un film dans le film, une mise en abîme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un film, c'est un de ces films qui travaille le plus directement ce qui est au centre de son cinéma, les relations entre le réel et l'imaginaire. C'est un film qui nous parle de peur, de la peur. C'est un film qui se passe au début des années 60 et qui nous parle de la peur, à la fois de la peur qu'engendrent les créatures imaginaires du cinéma. Un des personnages principaux du film est un producteur, distributeur, réalisateur qui fait des petits films d'horreur et qui organise des attractions dans les salles où il projette ses films pour qu'on croie que les monstres sont dans la salle. Donc c'est un personnage qui est adapté de quelqu'un qui a vraiment existé, qui s'appelait William Castle. Donc il y a cette dimension. Et puis il y a aussi la dimension, le contexte historique du film, qui est la crise des missiles de Cuba, où on a... Après s'être rendu compte que les soviétiques installaient des missiles nucléaires à Cuba, il y a eu, pendant quelques jours, un moment de suspension absolue où on se demandait si une guerre nucléaire n'allait pas être enclenchée entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et donc, cette peur-là, la peur de la guerre, qui a duré durant toutes les années 50, durant toute la période de la guerre froide, et la peur de la guerre nucléaire a été très importante pour un gamin comme Joe Dante, où à l'école il devait faire des exercices, se mettre sous une table en cas d'attaque nucléaire, etc. Il nous racontait ça avec beaucoup d'humour. Il disait voilà, tout le film finalement est une interrogation sur la peur. La peur, à la fois la peur imaginaire, la peur réelle, et on peut dire que... il y a à la fois c'est un film dans lequel l'imaginaire fait irruption dans le monde réel et le monde réel rejoint parfois l'imaginaire. Et donc cette dialectique-là entre réel et imaginaire autour des peurs, c'est vraiment le sujet de Panique sur Florida Beach. Hi, I'm Joe Dante, and I'd like to welcome you to the special screening of a picture that I made in 1992, titled In My Country Matinee, titled In Your Country Panic on Florida Beach. Which is a little inexplicable to me, but it's your title and you should go with it. I made this movie because there's a correlation in my life between real fear and movie fear. And in 1962, I was the age of the lead characters in the movie, the high school kids, and I had a brother who was the same age of the little brother in the movie. And I literally thought that the next week wasn't going to happen and that the world was going to end. That kind of thinking has always
led me to want to see ritual reenactments of radiation death and giant monsters. And so I sort of combined my affection for both those things into a movie that it didn't happen but should have. I wish that a William Castle-like filmmaker had come to my town and run a movie in my theater, even if it was on that fateful weekend. Alas, that part of it didn't happen. But all the rest of it did. It's pretty accurate representation, I think, of what we all felt and what the world was like at that time. Dante, la beauté des films de Dante aussi, c'est cette... c'est la qualité de ces effets spéciaux-là, c'est la nature de ces effets spéciaux-là, qui avait une certaine poésie quand même. Bah justement, on parlait tout à l'heure de Joe Dante qui aurait été désireux de faire des dessins animés. Parlez-nous un peu de son côté cartoonesque qui est assez bien barré dans le film Lonely Tunes, et puis aussi d'un projet avorté, Termites Terrace, oui. Inspiré de la vie de Chuck Jones. Ça a été refusé par la Warner, ça, pourquoi ? Oui, bah je pense que la Warner voyait pas l'intérêt commercial de faire un biopic un peu de la vie de ces cartoonistes, ces génies du dessin animé qui étaient Chuck Jones ou Tex Avery. Enfin, c'était l'idée en fait de Joe Dante, c'était de montrer la vie quotidienne et ordinaire des créateurs de dessins animés Hollywood, et en même temps la folie qu'il y avait un peu chez eux, leur dimension de folie, etc. Et un peu Tex Avery était très extraverti, etc. Et je pense que la Warner a dû penser que ça n'intéresserait pas le public. Et donc le projet est tombé à l'eau, et on peut effectivement le regretter, parce que avec le dessin animé, on touche à quelque chose de très important, à la fois dans le cinéma de Joe Dante, mais aussi dans le cinéma américain à partir des années 80. C'est que le cartoon est devenu une des grandes influences du cinéma américain, avec des acteurs, etc., industriels. On peut dire qu'un film d'action américain, on peut penser aux films avec Bruce Willis, par exemple, les films de John McTiernan, sont des films qui sont influencés par le dessin animé, parce que les corps sont invincibles, on a l'impression qu'ils sont totalement plastiques, on peut les étirer, les déformer, les écraser, et ils n'ont presque jamais mal, quoi. Il y a ce côté-là, c'est l'invincibilité du corps de dessin animé qui va toucher le cinéma hollywoodien grand public, quoi. Et ça, je pense que là, il a eu du nez, Dante, c'est-à-dire de voir à quel point le dessin animé est devenu quelque chose qui fait partie du cinéma américain, et lui va livrer finalement une réflexion là-dessus. Donc lui va le faire en toute conscience. On ne peut pas évoquer Joe Dante sans évoquer sa carrière sur le petit écran. Il a réalisé des épisodes des Experts, La 5e dimension. On rappelle qu'il a également participé à l'œuvre collective La 4e dimension aux côtés de Spielberg. Il y avait George Miller, John Landis. Sa contribution à la télévision fait que finalement, on dirait qu'il est plus attiré par la télévision que par le cinéma aujourd'hui, non ? Non, je pense pas. Je pense il a conscience à la fois que c'est quand même, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est quand même deux méthodes de travail, deux univers très différents. Les temps de tournage sont plus courts. Lui, quand il fait de la télévision, la télévision, c'est un médium où le gros plan, par exemple, a plus d'importance que pour le cinéma, et donc il faut tenir compte de ça. Je pense pas que ça soit indifférent chez lui. Ce qu'on peut constater chez lui, c'est qu'en gros, ces deux grands films politiques, ceux qui sont des films vraiment des films absolument directement frontalement politiques, c'est Second Civil War, fait pour la télévision, et c'est un épisode de la collection Master of Horror qui s'appelle Vote ou crève, qui imagine les vétérans morts de la guerre en Irak revenir pour voter contre le président en place, etc. Donc contre la politique belliciste des États-Unis. Et donc ce sont des films qui sont faits pour la télévision, et sans doute peut-on se dire que pour ce type de film, c'est plus facile de faire produire un film par la télévision pour ce type de film-là que pour le cinéma. Est-ce qu'on a des chances de retrouver Joe Dante derrière la caméra pour un long métrage, vous qui l'avez côtoyé pendant quelques jours dernièrement? On espère, bien sûr. Il a des projets, il y a des scénarios qui sont prêts à être tournés, il cherche des financements, il en trouve. C'est évidemment plus difficile pour lui aujourd'hui que dans les années 70-80. Il fait partie d'une génération que Hollywood a un peu oubliée, en tout cas que les grands studios hollywoodiens ont un peu oublié. Lui-même n'est pas très à l'aise dans cette industrie qui produit des films de super-héros à très gros budget, etc. Donc je pense qu'il est beaucoup plus difficile pour lui de monter des projets, mais en tout cas, lui ne désespère pas d'arriver à refaire un film assez vite.
vous a parlé de sa collaboration avec un de ses compositeurs fétiches, Jerry Goldsmith. Bien sûr, Jerry Goldsmith, c'est son compositeur de musique. Bar 19 is a 3/4 bar. Et il dit lui-même que lorsqu'il y a un doute en salle de montage, et il se disait Jerry Goldsmith sauvera le film. donc, il aimait beaucoup Jerry Goldsmith, et enfin il aimait beaucoup travailler avec lui, et la collaboration a été, on le sait, très très fructueuse, et il avait conscience de l'apport de Jerry Goldsmith à la qualité de ses films, et effectivement il disait pour rire, bon, si on a un doute, c'est pas grave, Jerry Goldsmith sauvera tout ça. If you listen, you can hear it call. On a le plaisir de vous recevoir également pour la présentation du film de 1954 d'Otto Preminger, Rivière sans retour. C'est un film qui est un peu un tournant dans l'œuvre de Preminger, puisqu'on le connaît un peu avant, en tout cas pour ses films noirs, ses polars. Là, il met un peu de couleur. C'est son premier film en cinémascope. Alors c'est à la fois le premier film en cinémascope d'Otto Preminger, enfin en même temps on est en 54, hein, c'est l'année où le scope vient d'être perfectionné et commercialisé, donc l'écran large, disons ce système d'écran large vient d'être commercialisé, donc mais c'est aussi son dernier film pour la Fox, c'est-à-dire que lui il veut quitter les grands studios, il veut devenir indépendant, autonome, il a en tête des sujets scabreux, audacieux, il a fait The Moon is Blue quelques mois plus tôt, donc c'est un film qui a eu des ennuis avec la censure, là, en indépendant, et donc il devait encore des films à Daryl Zanuck à la Fox, donc il accepte de tourner, on lui propose de tourner Rivière sans retour, ce qui est d'ailleurs un drôle de choix, puisque Preminger n'était pas connu pour avoir fait des westerns ou des films d'action d'aventure, il vient plutôt du drame ou du film noir, mais il s'y colle, et c'est un peu comme ça que le film est né. C'est à la fois le dernier film pour les studios d'Otto Preminger, et c'est évidemment son premier film en écran large, en cinémascope. C'est donc le 5e festival international du film restauré. Le festival est hors les murs aujourd'hui avec votre visite à Beauvais. Parlez-nous un petit peu des critères qui peuvent définir le choix d'un film quant à sa restauration future. Oui, les critères, d'abord c'est le choix appartient désormais aux gens qui ont les droits des films. C'est-à-dire que c'est un ayant droit qui décide ou non de restaurer un film. Alors de le restaurer, derrière ce mot il y a beaucoup de réalité, il y a beaucoup de mythes, c'est très compliqué. Restaurer, ça peut être une simple numérisation. Si vous avez un négatif pellicule en très bon état ou un élément de tirage en très bon état sur lequel il y a peu d'intervention à faire, sur l'image ou le son par exemple, il faut faire une belle numérisation qui respecte la texture de la pellicule, colorimétrie, les couleurs, etc. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, sinon, il y a aussi le travail de restauration qui consiste à carrément réparer un film, soit retrouver des parties qui manquent, restaurer, pour le coup, l'image, réparer l'image et le son. Ce qu'on peut faire avec beaucoup plus de facilité, grâce aux techniques numériques, d'ailleurs. Mais c'est ça le vrai travail de restauration. Donc, le mot restauration recouvre des réalités très différentes. Et le choix des restaurations, il est fait à la fois par les ayants droit et puis aussi sous l'impulsion des archives cinématographiques qui font des propositions. Et donc c'est un travail concerté entre une restauration, un travail concerté entre un ayant droit, une archive cinématographique et un laboratoire. Et puis voilà, autour soit d'un grand classique de l'histoire du cinéma qui aurait besoin d'être vu, remontré, restauré, soit de films plus obscurs en fonction des achats de catalogue. Il y a différents types d'ayants droit. On a montré par exemple durant le festival 4 films noirs britanniques très obscur et très très intéressant, qui avait été restauré par un ayant droit américain, la Charles Cohen Collection. Et voilà, donc on passe, si vous voulez, de la remise à jour des grands classiques de l'histoire du cinéma jusqu'à la découverte de films plus obscurs qu'on peut enfin voir dans des conditions. La restauration aujourd'hui, elle est déterminée aussi par un marché qui est celui de la vidéo, pas de la vidéo, du DVD et de la télévision. Il y a heureusement un petit marché qui incite parfois les ayants droit à dépenser un peu d'argent dans la restauration de films anciens. La question cruciale qui se pose, pour nous les cinémathèques, mais pour les salles de cinéma aussi, c'est d'avoir un élément, une copie. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'un DCP c'est une copie? En tout cas, un élément de projection qui soit digne de ce qu'était le film au moment de sa sortie.
Et ça, c'est un combat très difficile parce que ça nécessite de la part de l'ayant droit des investissements dont ils se disent que peut-être qu'ils n'ont pas besoin de les faire. Il leur suffit d'avoir un élément susceptible de faire un Blu-ray ou d'être diffusé à la télévision et pas forcément d'être montré en salle. Donc ça, c'est une question centrale aujourd'hui. C'est comment continuer à inciter les ayants droit à restaurer les films jusqu'à jusqu'à les envoyer, les remontrer, les reprojeter dans des salles de cinéma. Parfois, on aurait envie que le marché du patrimoine cinématographique ou du répertoire soit un peu plus varié, soit un peu plus inattendu. Mais après, c'est aussi demander au public d'être aussi un peu plus curieux et un peu plus... voilà. Mais je partage absolument votre envie que soit davantage montré le cinéma fantastique. Je dois dire que nous avons montré au festival une très belle restauration. Là, pour le coup, le travail était remarquable, faite par la Cineteca Nazionale à Rome, de Zombie de Georges Romero. Oui. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, les thématiques de toute la mémoire du monde de l'année prochaine, elle est assujettie aux films qui vont être restaurés. Vous n'avez pas de décision prise encore ? C'est plus large que ça, en fait. Même si l'intitulé du festival, c'est le festival du film restauré, de façon à ce qu'on puisse quand même... C'est quand même... Il n'y a pas uniquement l'idée de restauration qu'il y a derrière. C'est aussi un moment de réflexion sur les techniques de restauration, sur la cinéphilie, sur l'avenir de la cinéphilie, sur l'avenir d'un marché du répertoire. En France, on est extrêmement chanceux de pouvoir voir encore dans des salles des films dits anciens, en tout cas des films du répertoire, des films de l'histoire classique du cinéma. C'est une réalité qui est très très peu réalisée, en fait, pour le coup. C'est une dimension très peu réalisée dans les autres pays. Et donc, ça reste encore en France une question d'économie aussi. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement une question de cinéphilie, une question d'histoire, c'est pas seulement une question de technique, c'est aussi une question d'économie. Et donc, le festival se trouve à la croisée de toutes ces réflexions, de toutes ces dimensions-là, autour de la question comment rendre éternellement présent le cinéma du passé. Hello everyone, I'm the big new star of the big new movie, Gremlins 2, The New Batch, and here's someone very special to tell you all about it. Une dernière question, Jean-François Roger, le film que vous préférez de la filmographie ? Joe Dante. Oui, voilà. Si vous en avez un. Il y en a un qui me réjouit beaucoup, c'est Gremlins 2. Ah. C'est le deuxième parce que c'est le film. Le film est vraiment... Il y a une dimension anarchique dans le film, une dimension... Il y a c'est un film extrêmement réjouissant sur l'idée de destruction, parce que le succès de Gremlins, il est construit là-dessus. C'est pas seulement le gentil Mogwai qui fait le succès du film. Il fallait qu'il soit là. C'était une idée de Spielberg qui lui a dit il faut que ce personnage-là reste jusqu'au bout et qu'il soit le copain du héros. Et donc, c'était une idée qui prouvait les intuitions assez géniales de Spielberg, en tout cas en matière de public. Mais évidemment, il y a l'autre dimension. On préfère les Gremlins. On préfère les Gremlins parce qu'ils sont plus méchants, ils sont plus marrants, ils cassent tout. Ils réalisent ce que peut-être parfois nous on a envie de faire. En gros, foutre le bordel. Oui. Et Gremlins 2 est un film là, qui va encore beaucoup plus loin que le premier, qui a une dimension de satire politique beaucoup plus aiguë, beaucoup plus percutante. Et je dois dire que c'est... Je ne sais pas si c'est mon film de Joe Dante celui que je préfère. En tout cas, c'est celui qui me réjouit le plus. Merci Jean-François Roger. Merci beaucoup.